nous sommes attelés à la rédaction de la documentation juridique et lancer les discussions avec les UNDP, les PNID. Pourquoi? Parce que les eurobonds, et je comprends la crainte de beaucoup, lorsque vous les mettez, vous réussissez, c'est déjà un avantage pour les pays. Mais il faut consolider la crédibilité dans l'affectation des ressources. Il faut avoir un système de reporting qui est indépendant. C'est comme ça que nous avons dit, nous n'allons pas gouverner les ressources de l'eurobond comme nous gouvernons nos propres ressources. Nous voulons avoir un témoin, les PNID, qui va faire les reporting de la gestion des ressources. Et donc, nous allons, pour la transparence, commencer à communiquer à la population. Si les 1,25 milliard que nous avons mobilisés, autant a été affecté à tel projet, autant a été à tel projet, c'est ce que nous allons faire, parce que dans une année, nous allons recevoir les investisseurs dans le cadre de la transparence, qu'ils viennent voir exactement ce que la République démocratique du Congo est en train de faire. À la suite de cette forte transparence, nous sommes convaincus que ce pays ne sera pas le même qu'il est aujourd'hui. Nous avons tenu les premiers ateliers pour l'identification des projets prioritaires et échanger avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Nous avons eu des longues discussions pour convaincre nos partenaires que nous sommes prêts. Et les mécanismes de gouvernance, de transparence vont être développés pour gouverner ces ressources. Et après, nous avons organisé un deuxième roadshow auprès de plus de 40 investisseurs à London. Nous avons été ensemble avec tous les grands investisseurs qui étaient là pour parler, présenter les performances macroéconomiques du pays, les réformes que nous avons implémentées, les atouts et les potentiels de la République démocratique du Congo. Et puis après, il y a eu des ateliers pour la validation des documents juridiques et des séances de due diligence. Les cabinets juridiques ont été délégués ici pour venir investiguer sur toutes les affaires qui sont citées. Et c'est ici les lieux d'interpeller les hommes et femmes de la presse. Nous avons été bités devant des partenaires qui vous posent les questions sur toutes les questions que vous connaissez. Les procès qui ont eu lieu, les affaires clôturées, les soupçons de telle corruption. Toutes les questions ont été posées et vous devez apporter avec des pièces pour dire telle procédure a été instruite, clôturée par les parquets. Tel a été jugé, condamné et en prison. Tel a été, c'était juste des rumeurs. Il y a encore des instructions. Il faut montrer une transparence pour que les investisseurs qui écoutent, qui entendent tout ce que vous dites, puissent se rassurer que la République démocratique du Congo prend des mesures sur les différentes dérives qui sont en train d'être décriées. Certaines vraies, d'autres fausses. Et donc, c'est ici l'occasion de dire, il est important désormais, comme nous sommes cotés désormais, suivis, de vous rassurer que les informations que vous publiez, hommes et femmes de presse, soient vérifiables pour que votre pays ne soit pas sali inutilement, que nous arrivions à commencer à expliquer des choses qui ne sont que des rumeurs. Après, nous sommes attelés à obtenir, avant toute chose, l'avis juridique du Conseil d'État. Pourquoi l'avis juridique du Conseil d'État? Il y a un débat que peut-être d'autres pourront suivre la semaine qui viendra, ou ceux qui n'ont pas été contents que d'autres réussissent à leur place vont essayer de ramener sur la place publique en tentant d'expliquer que l'article 15 de la loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques interdit à l'État d'aller s'endetter auprès des banques en ignorant les autres dispositions légales de la République démocratique du Congo. Personnellement, moi j'ai fait la mécanique générale. Je suis un diplômé en mécanique générale. Et lorsque j'ai terminé, je suis allé à la Polytechnique, à Lubumbashi. Mais je n'ai pas réussi à terminer les études comme ingénieur. Et donc, je ne vais pas me permettre de challenger un ingénieur civil congolais qui m'explique la résistance des matériaux, d'un pont, de ceci.
Et puis je commence à faire des débats avec lui. C'est indécent. Il y a des gens qui ont passé 3 années au ministère des Finances et qui croient avoir appris tout dans un cabinet ministériel. Dans un cabinet ministériel, on n'apprend pas. On apprend dans l'administration. C'est comme ça que beaucoup, quand ils lisent une loi, ils se calent sur cette loi-là. Ils oublient qu'il y a un ordonnancement juridique complet en République démocratique du Congo. Devinez, au-delà de la loi relative aux finances publiques, en République démocratique du Congo, il y a une loi spéciale sur l'endettement public. C'est l'ordonnance loi numéro 23/021 qui existe, qui a été prise en 2023, qui donne au gouvernement le pouvoir d'aller émettre sur les marchés internationaux des titres publics. Et donc, les gens qui lisent que la loi relative aux finances publiques de 2011 ont oublié qu'il existe une loi prise par le président de la République, entérinée par le Parlement, en 2023. Principe de spécialité des lois, des postérités d'actes juridiques, ça impose que l'on lise les nouvelles dispositions qui ont été entérinées. C'est comme ça que ce débat, les gens viendront, l'article 15, d'autres ont proposé même des réformes, oubliant que le législateur lui-même a déjà réalisé les réformes dans une autre loi. Pour ceux qui ont été à la faculté de droit, moi je n'ai jamais eu la chance d'y être, sinon c'était aussi l'un de mes rêves. La hiérarchie des normes impose à ce que la loi et les ordonnances loi ont la même valeur juridique. Il ne s'agit pas des ordonnances présidentielles qui ont une valeur juridique inférieure aux lois et ordonnances loi. Donc, c'est ces précisions qui ont été sollicitées. Deuxième chose, il y avait un débat et des écoles. Une école qui disait l'article 108 de la loi relative aux finances publiques estime que, parce que l'article 108 précise que tous les engagements financiers de l'État sont conclus par les ministres des Finances et ne peuvent être valides que si une loi les approuve. Donc il s'agit là de l'approbation et de la ratification. Et une autre école qui dit, attention, les titres publics, lorsque la loi est votée, la loi des finances de l'année est votée, dans la loi des finances, on donne déjà les plafonds d'endettement des bons du Trésor. Je crois dans la loi ici, c'était l'article 77 sur les annexes, mais également les plafonds d'endettement. Donc, dès lors que vous voulez émettre un titre qui est inférieur au plafond qui vous a été donné par les législateurs, vous n'êtes plus obligé d'aller solliciter l'approbation des législateurs dans la norme où il s'agit des titres publics qui sont différents des emprunts ordinaires qui ont des impacts sur la fiscalité qui est établie par la loi. Et c'est autour de ces discussions que le gouvernement a décidé d'interroger les conseils d'État pour dire, écoutez, nous, notre rôle au gouvernement, c'est d'exécuter et d'appliquer les lois. Le rôle du Parlement, c'est de voter les lois. Celui des cours et tribunaux, en l'occurrence les conseils d'État, c'est d'interpréter la loi et la Cour constitutionnelle qui interprète les dispositions de la Constitution. Et nous avons interrogé le Conseil d'État sur la régularité juridique de l'opération que nous voulons émettre sur les marchés. Et nous avons un avis du Conseil d'État qui nous a été imposé même par nos partenaires qui ont dit « Vous n'allez pas sur le marché si vous ne produisez pas un avis juridique de votre pays, des cours et tribunaux qui confirment que cette opération est régulière. » Nous l'avons. C'est cela qui nous a permis de convaincre nos convictions des techniciens et de continuer avec la procédure parce qu'il n'appartient ni au gouvernement ni au Parlement d'interpréter la loi de la République démocratique du Congo. Respect de la Constitution et séparation des pouvoirs évoqués par Montesquieu doit primer avant toute autre considération. Ce n'est qu'après cet avis que nous avons annoncé des derniers roadshows à Paris avec les investisseurs. Au total, nous avons réalisé 3 roadshows avec des entrevues qui ont précédé ces roadshows. Pourquoi également nous avons choisi de mettre en ce moment? Pour nous, c'était un défi. Il fallait vérifier que le monde de la finance internationale est conscient
des réformes que nous avons implémentées et de ce que le président de la République a réalisé depuis 2019. Et que les contextes au Moyen-Orient, également au Proche-Orient, imposent des taux qui sont élevés en termes de primes supplémentaires. Et nous avons attendu les bons moments avec nos conseillers pour nous décider d'aller. Quelles sont les caractéristiques de l'eurobond de la RDC qui a été un succès total le 9 avril 2026? Le montant total, c'est 1,25 milliard, dont j'ai dit que nous ne célébrons pas. Nous célébrons les externalités qui sont créées par cette réussite. Nous avons de manière exceptionnelle mobilisé 120 types de divers investisseurs, les banques, les asset management, les fonds de pension, américains, londoniens, mais également de l'Asie. Avec la grande surprise que la République démocratique du Congo, qui ne cherchait qu'1 milliard de dollars, s'est vu offert 5 milliards 200 millions de dollars américains. Et même nos conseillers n'arrivaient pas à réaliser que la République démocratique du Congo, ce pays qui est décrit comme simplement celui où il y a la guerre à l'Est, peut être en mesure d'attirer autant d'investisseurs. Pour ceux qui n'étaient pas dans cette salle, il y avait de l'émotion pour tous ces jeunes Congolais qui étaient là pour dire « Nous avons fait notre part à l'histoire de faire sa part. Nous avons mis notre pays sur la trajectoire du développement. Et le reste ne nous concerne pas. Nous avons créé un précédent pour que ces pays ne soient plus les mêmes. Que le président de la République qui a eu des promesses, qui a réalisé certaines, puisse réaliser le reste de ses promesses. Et que ces peuples reconnaissent en lui comme celui qui est venu rebâtir l'honneur, la dignité et la fierté de ces peuples, comme l'ont voulu Patrice Emery Lumumba, et Etienne Tshisekedi et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà, pour nous, c'était un devoir des patriotes, de manquer de sommeil, de traverser les océans pour qu'on arrive là. Mais le tout n'est pas terminé, parce qu'après, ensemble, nous devons nous assurer que les ressources qui ont été mobilisées doivent servir à l'intérêt de nos populations, doivent répondre à l'objectif pour lequel nous sommes allés sur les marchés financiers internationaux. Et je crois que c'est le souci de la plupart et l'hésitation de la plupart des Congolais qui disent est-ce qu'ils vont, pour une fois, faire des choses de la meilleure des manières. Et oui, des dispositions sont prises pour que les peuples puissent voir en nature ce que ces résultats ont pu apporter. Nous avons structuré notre opération en deux tranches de maturité de 2032 et de 2037. 600 millions de dollars pour 5 ans et 650 millions de dollars sur 10 ans, avec des gestions de remboursement pour la première tranche de 600 millions de dollars qui commenceront pour les principales en avril 2030, en avril 2031 et en avril 2032. Pour la deuxième tranche, en avril 2035, en avril 2036 et en avril 2037. Les taux d'intérêt exceptionnels. Lorsque nous avons lancé l'appel, tout le monde nous disait que la République démocratique du Congo va émettre un eurobond à 13%. Et c'était cela la crainte de nos partenaires du Fonds monétaire international qui disaient vous ne pouvez pas vous permettre d'aller émettre un eurobond à 13%. J'avais pris l'engagement devant les autorités que si on m'offre un eurobond de 10%, je ne les prendrai pas. Et pour ceux qui étaient avec moi à Londres, j'ai été sondé par les investisseurs qui ont dit non, on prend 10%. Je leur ai dit non. On ne défie pas les Congolais. Nous savons ce que nous valons. Nous ne valons pas ce que les médias sont en train de dire. Nous valons plus que cela. Et lorsque nous avons ouvert l'opération, nos conseillers nous disaient non, il faut commencer avec 11% et demi et 9% et demi pour 5 ans, 9,5 pour 5 ans et 11 points quelque chose pour 10 ans. Nous avons dit non. Nous commençons avec 10 et 9. Et nous voyons le nombre de personnes qui vont venir. Après, nous allons resserrer les prix. Je vous ai dit, c'est un exercice technique. Et après,
nous avions reçu 5,3 milliards d'offres. Et lorsque nous avons reçu 5,3 milliards d'offres, nous nous sommes imposés. J'ai dit non, nous basculons, je renonce, je ne prends pas les 10, je mets les 5, les 9,5. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, je suis désolé. Nous avons mieux que beaucoup de pays que vous prêtez des ressources ici. Nous avons mis en place des mécanismes de transparence que beaucoup de pays n'ont pas mis. Et nous venons pour la première fois, nous avons un objectif, celui de construire une courbe de taux. Nous voulons avoir un taux de 9,5 sur 10 ans et au minimum 8,7 sur 5 ans. À la grande surprise, lorsque nous avons adjugé, avant d'adjuger l'opération, nous n'avons vu que 300 millions de dollars qui se sont retirés. Et nous sommes restés avec 5 milliards de dollars d'investisseurs qui voulaient prendre et souscrire à 9,5 et à 8,7. 5 milliards de dollars américains. Ce qui dit, si nous avions des projets de 5 milliards de dollars et des études de faisabilité, des études économiques de rentabilité, donc nous allions ramener 5 milliards de dollars. Mais nous avons dit non, nous n'avons pas des projets avec des études de faisabilité de 5 milliards de dollars. Donc nous n'allons pas prendre ces risques. Nous prenons 1,250 milliard. Et c'est ce que nous avons opéré ce jour-là en déclarant que nous avons adjugé. Et après, nous nous sommes donnés à l'exercice parce que les plus grands du monde étaient intéressés. Nous avons eu certains qui ont offert 300 millions de dollars sur 5 ans, 200 millions sur 10 ans. Nous avons été obligés de leur donner. À celui qui proposait 300, on a donné 40. À celui qui proposait 200, on a donné 30. Parce que l'intérêt pour nous, c'était d'avoir beaucoup d'investisseurs ici en République démocratique du Congo sur cette opération. Nous avons refusé de donner aux 10 plus grands. Nous leur avons dit, oui, vous aurez votre proportion des 10 plus grands, mais les autres aussi ont leur part à jouer dans cette opération qui n'est qu'un début, parce que l'année prochaine, d'autres opérations vont suivre sur des projets encore bien spécifiques. Utilisation des fonds d'écaissement possible immédiatement. Donc, déjà au courant de la semaine prochaine, avant qu'on soit les week-ends, il y aura 1,2 milliard en République démocratique du Congo à notre disposition. Et nous allons dire à notre peuple ce que nous allons faire avec ces ressources.